Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Comment? Il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. 1 milliard, comme chacun sait ici, c'est 1000 millions. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Combien? Alors c'est assez facile pour se représenter ce que ça veut dire. Vous prenez un cube d'1 mètre sur 1 mètre, vous le remplissez du sable le plus fin de la mer. Si je me trompe, vous me le direz. Ah oui, on va te le dire parce que là, il y a besoin. Et chaque grain de sable est l'équivalent d'un soleil dans le système solaire. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Et alors après, si vous vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire... Putain, non, ça y est, j'en ai marre là. Vous en trouvez 2000 milliards, dit-on récemment. Mais personne dit ça. On disait 400 avant, mais enfin... Jamais de la vie. La différence est mince. Donc 400 milliards ou 2000 milliards, c'est la même chose. Voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système de notre univers. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Alors, on a quand même un mec, notre Premier ministre, un mec, qui dirige le gouvernement et qui présente le budget du pays entier. On va pas faire de politique sur cette chaîne, qui ne sait pas compter le nombre de soleils dans le système solaire. En même temps, avec des noms pareils, c'est pas forcément évident, hein. C'est assez facile. Oui, bon, ça va, il a confondu le système solaire avec la galaxie, c'est tout. Ça arrive à tout le monde de se tromper, hein. Puis en vrai, on sait tous à quoi ça ressemble, le système solaire, donc... Alors moi, je rappelle gentiment qu'il y a des gens qui pensent que la Lune, c'est du plasma, hein, CF la vidéo précédente, ou alors que la Terre est plate, hein, donc voilà. Aujourd'hui, on va reprendre les bases et se demander, c'est quoi vraiment le système solaire? Spoiler, c'est bien plus dingue que ce que vous imaginez, alors restez bien jusqu'au bout, car vous allez sûrement vous rendre compte que la façon que vous avez d'envisager le système solaire n'est probablement pas tout à fait exacte. Au commencement, il y avait la Terre, et tout tournait autour d'elle. Après tout, vous ne sentez pas que vous bougez à cet instant, donc vous n'avez aucune raison d'imaginer que la Terre ne bouge non plus. Sinon vous le sentiriez, n'est-ce pas? De plus, si on observe la voûte céleste, c'est-à-dire le ciel durant la nuit, les étoiles semblent bien tourner autour de la Terre. Oui, alors, petite parenthèse pour nos amis platistes, la voûte céleste ne se déplace pas dans le même sens selon qu'on est à l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, les étoiles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que c'est l'inverse pour l'hémisphère sud. Mais voilà, à l'Antiquité, on sait qu'il existe déjà 5 planètes visibles à l'œil nu. Et très vite, on remarque un truc étrange dans leur déplacement. Imaginez que chaque soir, vous vous placiez exactement au même endroit et que vous regardiez la position de la planète Mars, par exemple. Vous observeriez quelque chose de curieux. Parfois, la planète semble ralentir, s'arrêter, puis reculer, avant de finir par reprendre son mouvement naturel. Et il y a un mec, Ptolémée, 2e siècle après Jésus-Christ. Il voit ça et il va donner une explication, un modèle qui sera la première représentation du système solaire à rendre compte de ces mouvements bizarres qu'on qualifie de mouvements rétrogrades. Alors rapidement, mouvement rétrograde, pourquoi rétrograde? Parce que du point de vue de la Terre, on a l'impression que ça recule. Donc voilà, rétrograde ça veut dire ça. Et du coup, Ptolémée va introduire le concept d'épicycle pour expliquer le mouvement rétrograde. Alors, épicycle, c'est le fait de dire qu'il y a bien une rotation cyclique, c'est-à-dire que la planète suit bien un cercle, mais que c'est le centre de ce cercle qui est lui-même en rotation autour de la Terre. Ce mouvement un peu étrange finit par former une sorte de rosace, qui permet d'expliquer le mouvement rétrograde tout en conservant la Terre statique au centre de l'univers. Bref, retenez que Ptolémée a défini ce qu'on appelle le modèle géocentrique. C'est beau, ça marche, on comprend le mouvement rétrograde en y ajoutant des épicycles, tout semble tourner comme sur des roulettes. Seulement voilà, bien longtemps après, un certain Nicolas Copernic publie en 1543 De revolutionibus orbium coelestium. La conjonction des sphères. Non, ça veut dire des révolutions des sphères célestes. Dans cet ouvrage, il propose un modèle héliocentrique.
Donc Helios, en grec, ça veut dire le soleil. Copernic se rend compte que c'est plus simple à dessiner s'il place le soleil au centre. Ça simplifie notamment les histoires de mouvements rétrogrades. Mais à ce stade, il s'agit d'abord d'un modèle théorique mathématique. Ce n'est pas encore confirmé par des observations, et ce n'est donc pas immédiatement accepté en tant que tel. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. À l'époque, on pense que les trajectoires sont forcément des cercles, car le cercle est une forme qui incarne la perfection. C'est pourquoi, malgré son changement de paradigme, il conserve le concept d'épicycle hérité de Ptolémée, et ce, afin de compenser les décalages avec les observations. En fait, les astronomes, c'est les mécaniciens des étoiles, quoi. Ils bidouillent tout ce qu'ils peuvent pour que le ciel fonctionne. Puis c'est là qu'intervient un certain Galilée, qui va améliorer la technologie de l'époque, et notamment en utilisant les lunettes astronomiques vers 1609 pour observer les lunes de Jupiter et ainsi prouver que tout ne tourne pas toujours directement autour de la Terre. Ces observations le conduiront à reprendre à son compte le modèle héliocentrique. Sauf qu'à l'époque, il y a un tout petit truc qui s'appelle l'Église. Et cette théorie qui remet en cause le fait que la Terre soit au centre de tout, sous-entendu comme Dieu le veut, sera évidemment pris comme un affront. C'est pour ça que Galilée sera persécuté et jugé pour hérésie en 1633. Shame! En gros, on lui dit, t'as le choix. Soit tu renies publiquement tes théories, soit au bûcher. La mort ou chichi! Selon la légende, après avoir renié ses idées à haute voix, il aurait murmuré en se relevant « Eppur si muove ». Et pourtant, elle tourne. Sous-entendu, la Terre tourne quoi qu'on en dise. Bon alors il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve historique directe qu'il ait réellement dit cette phrase. Elle n'apparaît dans aucun document officiel de son procès, et la citation est mentionnée pour la première fois que 100 ans plus tard, dans une biographie romancée. On peut donc légitimement conclure que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il a dit, mais bon, ça lui donne un petit côté rebelle sympa. Si tu ne le savais pas, abonne-toi. À côté de ça, on a Kepler qui, entre 1609 et 1619, va mathématiquement formaliser l'héliocentrisme. Attends, j'ai raté un épisode là. Tu as dit que Galilée a failli passer au bûcher pour la même chose en 1633. Alors comment Kepler, ça peut se passer avant ? Bon ok, j'explique. En réalité, Kepler n'était pas connu. Faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas internet qui permet de savoir instantanément qui a dit quoi, et encore moins Google Traduction ou ChatGPT. Kepler était certes un génie de son époque, mais pas une star pour autant. Ses idées sont trop abstraites pour beaucoup. En gros, les autres ils sont trop nazes en maths pour comprendre. Je voulais savoir si tu connaissais naze. Pourquoi moi je connaîtrais un naze? Et surtout, l'église catholique romaine est certes très influente à l'époque, mais ne lit pas vraiment Kepler, qui est protestant, et basé en Allemagne, c'est-à-dire hors du contrôle du Vatican. Du coup, ses écrits sont assez peu diffusés en Italie, ce qui lui évite les mêmes tracas que Galilée. Mais d'abord, chichi! Donc en gros, même si Kepler a mathématiquement instauré un modèle héliocentrique avant 1633, ce n'est pas encore une idée répandue ni même connue pour l'église. L'obscurantisme, tu connais ? Ah ouais, heureusement qu'il n'y avait pas internet finalement, parce que on l'aurait cancel et traité de complotiste le Kepler là. Mais il y a quand même un gros point qui va les distinguer. Galilée avait pensé un système héliocentrique à base de cercles parfaits. Il était un fervent défenseur de Copernic sur cet aspect. Mais c'est Kepler le premier qui fera évoluer le modèle en y incorporant des ellipses. Mais qui dit ellipse dit que la distance de la Terre par rapport au Soleil varie au cours du temps, ce qui ne serait pas le cas avec un cercle, par définition. Il y a donc un moment où la Terre est au point le plus éloigné du Soleil. On appelle ça l'aphélie. Et un autre point quand on est au plus proche du Soleil qu'on appelle le périhélie. Si tu ne le savais pas, abonne-toi. Pour s'en souvenir, c'est assez facile. Périhélie, péri comme dans périphérique, c'est quelque chose qui est à côté, qui est proche quoi. Et hélie, c'est toujours la même racine, c'est hélios en grec pour le Soleil. Donc périhélie, proche du Soleil. Maintenant j'ai une petite question pour toi. À ton avis, quand est-ce que la Terre est au plus proche du Soleil? Ou dit autrement, quel est le jour du périhélie dans le calendrier? Si on est plus proche du Soleil, j'imagine qu'il fait plus chaud, donc ça va être entre juillet et août, enfin par là j'imagine. En fait c'est contre-intuitif, mais la Terre est au plus proche du Soleil vers le 3 janvier, tandis qu'on est au plus loin vers le 4 ou 5 juillet. Et on explique ça comment? En fait l'été et l'hiver c'est relatif. Quand l'hémisphère nord grelotte en janvier, l'hémisphère sud profite de son été en plein. Et c'est surtout l'inclinaison de la Terre qui joue le plus grand rôle dans la quantité de rayonnement reçu. C'est aussi l'inclinaison qui explique les saisons de manière générale. Donc vous pouvez retenir que c'est au début du mois de janvier, peu de temps après le nouvel an, que nous frôlons notre étoile au plus près. Si tu ne le savais pas, abonne-toi. Il faudra attendre un autre génie pour poser les bases d'un modèle héliocentrique moderne. Isaac Newton, en 1687, publie son célèbre ouvrage Principia Mathematica, où il expose sa grande idée, les lois de la gravitation universelle. Grâce à ces lois, on comprend que tous les corps célestes s'attirent mutuellement et que l'influence des autres planètes perturbe leur trajectoire idéale.
Ainsi, les orbites ne sont pas des ellipses fixes comme le voyait Kepler, mais des ellipses mouvantes, légèrement modifiées par les perturbations gravitationnelles. Résultat, le point où une planète est au plus près du Soleil, le fameux périhélie, se décale progressivement au cours du temps. Ce phénomène porte un nom, c'est la précession du périhélie, et on arrive à en calculer à peu près l'évolution avec les équations de Newton. À peu près. Oui, alors il y a un souci avec la planète Mercure, mais on y reviendra plus tard. L'histoire se poursuit avec Herschel. Herschel, lui je connais, hein. C'est pas au bûcher qu'il a fini. Hein. Ah, je me souviens de l'épisode et je crois qu'il il perd la tête. En 1781, William Herschel fait une découverte qui va ébranler nos connaissances sur la représentation du système solaire. Il va découvrir une nouvelle planète, directement par l'observation avec un télescope. Oui, car vous le savez ou vous ne le savez pas, depuis le temps, on a évolué technologiquement. On n'est plus aux simples lunettes astronomiques basées sur des verres optiques de plus en plus précis, on est passé grâce à Newton au télescope, qui se base sur un système intelligent de miroirs qui accroît grandement les capacités d'observation. Ainsi, il découvre Uranus, une autre planète du système solaire dont on n'avait jamais soupçonné l'existence. C'est comme si les frontières avaient été repoussées. Mais en réalité, la chose la plus folle qu'Herschel va apporter, c'est en 1783. Il va comprendre par l'observation que les étoiles semblent avoir un mouvement propre. C'est-à-dire qu'il comprend que les étoiles bougent d'elles-mêmes et ne sont pas vraiment fixes. Alors, faut bien comprendre qu'à ce moment-là, le concept de galaxie, on connaît pas, on sait pas non plus qu'il existe d'autres galaxies, ni qu'on tourne autour d'un centre galactique. Il observe simplement que les étoiles se déplacent. Et en étudiant ces mouvements, il en déduit la direction vers laquelle notre Soleil se déplace par rapport aux étoiles proches. C'est un peu comme si vous étiez dans une gare très fréquentée et que vous vous mettiez à marcher dans une direction. De votre point de vue, la masse de gens autour se mettrait à s'éloigner vers l'arrière, ce qui signifie qu'en fait c'est vous qui êtes en train d'avancer dans la direction inverse. C'est cette direction relative spécifique que l'on appelle l'apex solaire. Donc pour être bien clair, l'apex solaire, c'est le point dans le ciel vers lequel le Soleil se dirige. C'est donc une direction particulière, un peu comme un cap céleste. Sauf que dans l'espace, on ne peut pas parler en termes de... On se base donc sur les étoiles proches pour en déduire un référentiel et calculer ce cap, cet apex solaire. Pour information, l'apex de notre Soleil se situe dans la constellation d'Hercule proche de l'étoile Vega. Mais Herschel ne fera pas que proposer le concept d'apex. Il jouera aussi un rôle aux côtés de d'autres scientifiques dans une avancée majeure de l'astronomie du 19e siècle. En 1801, on découvre Cérès, le tout premier astéroïde identifié. Cette découverte marquera le début d'une série qui révélera l'existence de ce que l'on appelle aujourd'hui la ceinture principale d'astéroïdes. Une vaste région située dans le vide entre Mars et Jupiter, un champ d'astéroïdes peuplé de millions de petits corps rocheux gravitant autour du Soleil. Ces objets, bien que minuscules comparés aux planètes, participent aussi à cette danse cosmique et modifiera à jamais notre représentation du système solaire. On s'approche doucement de notre époque, mais vous avez peut-être remarqué que pour l'instant, on s'est arrêté à Uranus. Et pourtant, vous le savez, il existe une autre planète. Imaginez un instant, vous êtes tellement sûr de vos équations et de la logique mathématique de votre modèle que vous êtes capable d'affirmer ceci. J'observe qu'Uranus ne suit pas exactement la trajectoire prévue, mais ce n'est pas la théorie qui est fausse, non, c'est juste qu'il doit exister une planète, quelque part, que l'on ne connaît pas, qui, si on l'ajoute, rétablit l'accord entre la prédiction et l'observation. C'est exactement ce qu'a fait Urbain Le Verrier en 1846. En étudiant les petites anomalies dans le mouvement d'Uranus, il en déduit qu'une planète inconnue perturbe sa trajectoire. Il fait les calculs, il indique où regarder avec le télescope, et bingo, on observe Neptune exactement à l'endroit prédit par la théorie. C'est quand même fort, non ? Je vous renvoie à cette autre vidéo où j'expliquais un peu plus en détail, mais c'est vraiment le triomphe du modèle newtonien et de l'astronomie moderne. Nous avons enfin notre système solaire au complet. Et Pluton ? Mais t'as oublié Pluton ? Il a oublié Pluton. Oui, alors Pluton, je dois vous rappeler que c'est un corps céleste qui a été déchu de sa qualité de planète pour devenir ce qu'on appelle une planète naine. C'est pas nanophobe, ça ? Nanophobe ? Non mais il vient de l'inventer, là. Il faut savoir que c'est un caillou plus petit que la Lune et qu'on a découvert de nombreux autres corps du même type un peu plus loin. En janvier 2005, des astronomes ont découvert un corps grand et massif aux confins du système solaire. Ils l'ont appelé Eris. D'un diamètre de 2300 km, il était plus grand que Pluton et rejoignait une famille de plus en plus grande d'objets similaires, des planétoïdes assez grands et massifs qui évoluent au-delà de l'orbite de Neptune. À l'époque, on considérait Pluton comme la 9e planète, et si Pluton était une planète, alors Eris devait également en être une. Mais également Oméa, Makemake, Quaoar et quelques autres. Donc en fait, on avait un problème. Soit on devait ajouter de plus en plus de planètes dans notre système solaire, soit il fallait créer une nouvelle catégorie. C'est évidemment cette option qu'on a choisie en définissant les planètes naines. Et contrairement à ce que leur nom laisse supposer, la taille n'est pas un critère dans la définition officielle.
Une planète naine, c'est un corps qui gravite autour du Soleil, qui possède une gravité suffisante pour qu'elle soit globalement sphérique, et surtout qui n'a pas éliminé les autres corps présents sur son orbite. Bref, plutôt l'oublier. Hein. Parfois, les plus grandes révolutions commencent par une simple anomalie. Un minuscule détail que personne ne remarque, sauf à avoir un esprit obstiné. Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Rapide, brûlante, insaisissable. Depuis Newton, on pense pouvoir prédire sa trajectoire à la perfection. Ou presque. Un infime décalage entre la théorie et la mesure persiste. C'est ce qu'on appelle le problème du périhélie de Mercure. À chaque rotation autour du Soleil, le périhélie de Mercure se décale. Rien d'extraordinaire. Un minuscule glissement, à peine perceptible, une précession comme les autres planètes. Comme les autres? Pas vraiment. Les astronomes qui calculent ce décalage avec les lois de Newton se rendent compte que ça ne colle pas. L'écart est plus grand que celui attendu. C'est là qu'entre en scène le Verrier. Oui, encore lui. Celui qui avait résolu le problème avec le décalage sur Uranus en rajoutant la planète Neptune, avant même de l'avoir observé. Il se penche alors sur le cas de Mercure. Et ce qu'il trouve le hante. Il fait des calculs de trajectoire en tenant compte des forces de gravité des autres planètes. Seulement voilà, il trouve une avance et, très exactement, 43 secondes d'arc par siècle. Alors le Verrier se dit, comme pour Neptune, il doit y avoir une nouvelle planète qui, si on l'ajoute, rétablira la prédiction avec la mesure. Il invente alors une planète cachée entre Mercure et le Soleil. Il est tellement sûr de lui qu'il lui donne déjà un nom. Il la baptise Vulcain. Une planète fantôme, une hypothèse élégante. Après le triomphe concernant Neptune, personne ne douta de son existence. Pendant des décennies, les astronautes scrutent le ciel, pendant les éclipses, à la recherche de Vulcain. Certains croient l'avoir vu, mais les témoignages se contredisent. Les preuves ne tiennent pas. Le doute s'installe. Et puis, en 1915, tout bascule. Un jeune homme inconnu propose une nouvelle théorie, quelque chose de radical, qui modifie jusqu'à notre compréhension même de l'univers. Ce scientifique, c'est évidemment Albert Einstein, qui, au travers de la relativité générale, redéfinit l'espace-temps et la gravité. Grâce à cette nouvelle approche, il va pouvoir calculer exactement 43 secondes d'arc par siècle, et ce, sans rajouter une nouvelle planète. Alors 43 secondes d'arc par siècle, c'est pas beaucoup, hein, comme angle. Et c'est l'angle par lequel vous verriez un cheveu depuis une distance d'1 mètre. Donc vous prenez un cheveu, vous le mettez à 1 mètre de vous, l'angle sur lequel vous allez le voir, c'est 43 secondes d'arc par siècle. Bon, la plupart des gens disent 43 secondes d'arc par siècle, c'est quand même pas beaucoup. On peut considérer que Newton a raison. Il y a des gens qui disent mais 43 secondes d'arc par siècle, c'est petit mais c'est pas zéro. Donc il y a une anomalie quand même. Et cette anomalie, on l'appelle l'anomalie du périhélie de Mercure. C'est ainsi qu'on conclura que ce minuscule décalage, cet écart oublié des calculs newtoniens, fut en définitive la première victoire de la relativité générale. Et Vulcain dans tout ça, elle n'a jamais existé. Juste une illusion, née d'un modèle erroné qu'on croyait parfait. D'une certaine manière, on peut dire qu'Einstein a tué Vulcain. Comme quoi, la science est toujours en perpétuelle évolution. Alors, on a vu l'évolution des connaissances de notre propre système solaire, mais les dernières avancées en astronomie nous ont permis de généraliser le concept en observant d'autres systèmes stellaires. Système stellaire, c'est le terme générique pour désigner tout ensemble gravitationnel autour d'une étoile. Donc en gros, le système solaire, c'est juste un cas particulier d'un système stellaire. D'ailleurs, nous avons trouvé des systèmes stellaires très différents du nôtre, comme par exemple des systèmes avec 2 étoiles, qu'on appelle des systèmes binaires, voire des systèmes ternaires, et plus encore. Nous avons aussi découvert des milliers d'exoplanètes. Une exoplanète, c'est simplement une planète qui est en dehors du système solaire. En résumé, le système solaire n'est pas comme la plupart des gens se le représentent, c'est-à-dire un modèle avec le Soleil au centre, statique, avec des planètes qui suivent des cercles parfaits. Non. En réalité, ça ressemble plutôt à une course folle, une danse frénétique, où chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde suit le Soleil dans un ballet cosmique tournoyant autour du centre de la galaxie. Bon, j'avoue que j'avais pas cette représentation-là en tête, mais à force ça donne le tournis. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et on pourrait ajouter que notre galaxie, la Voie lactée, ondule autour de son axe. Ce qui veut dire que l'ellipse que suit le Soleil, et donc le système solaire par extension, n'est pas plate. Une course folle où notre Soleil se déplace à quelques 800 000 km/h et fait le tour complet tous les 225 millions d'années environ.
On pourrait aussi ajouter le fait que les galaxies elles-mêmes se déplacent. D'ailleurs, une collision avec Andromède, notre galaxie voisine, est prévue d'ici 4 à 5 milliards d'années. Je pourrais aussi vous parler de l'extension de l'univers et de l'espace lui-même qui se dilate, même si à notre échelle c'est assez imperceptible. Mais tandis qu'Andromède s'approche de nous, les chercheurs ont découvert à l'orée du XXe siècle que la plupart des galaxies s'éloignent, d'autant plus vite qu'elles sont lointaines. L'univers est en expansion permanente. Comme un tissu qui se détend, la grille gonfle de plus en plus et emporte les galaxies à la dérive. Au fil de cette expansion, la longueur d'onde de leur lumière est étirée et vire au rouge. Nous savons aujourd'hui que cette expansion s'accélère, stimulée par une énergie encore mystérieuse, l'énergie sombre. L'expansion aurait débuté il y a 13,8 milliards d'années. Extrêmement comprimé, ne contenant qu'une bouillie d'énergie en fluctuation, l'univers se serait distendu brusquement pour atteindre des dimensions astronomiques en une fraction de seconde. C'est le Big Bang. Qu'y avait-il avant? Personne ne le sait vraiment. D'infimes fluctuations devenant gigantesques auraient attiré la matière, la condensant en filaments, en halos, puis en galaxies et en étoiles. Mieux encore. Au moment où j'ai écrit cette vidéo, la super chaîne d'Hugo Lisoire vient de révéler qu'une nouvelle planète naine, les trucs comme Pluton là, vient justement d'être découverte dans notre système solaire. Elle s'appelle 2017 OF201 et a une orbite très inhabituelle, ce qui interroge encore notre compréhension du système solaire actuel. Il fait environ 700 km de diamètre et possède une forme sphérique. Est-ce suffisant pour en faire une planète naine à part entière? Probablement. Là encore, c'est une question de définition. Avec ses 900 km de diamètre, Orcus est généralement considéré comme une planète naine, et on voit mal ce qui pourrait constituer une limite entre lui et 2017 OF201. Il faudra peut-être un jour définir une limite arbitraire pour savoir ce qui constitue une planète naine et ce qui devrait rester un simple objet transneptunien. Mais je crois que pour aujourd'hui, ça suffira. On a déjà fait une belle balade dans les étoiles, et normalement, cela suffit à marquer vos esprits. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater et partager pour m'aider à faire connaître mon travail. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors c'est assez facile, donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire.